Bien, donc nous allons reprendre nos travaux. Je veux dire, on va entamer le second set, ou le deuxième set pour être plus juste. Hier, nous avions essayé de... nous avions eu des réflexions sur l'impact du discours des droits sur certaines disciplines juridiques. Nous avions interrogé l'unité du droit des libertés. Ce matin, nous tournons vers la question du juge et des normes, avec deux thématiques qui vont là encore permettre de croiser les regards. D'abord la question de le questionnement sur l'existence ou non d'un pluralisme désordonné, et puis on s'interrogera ensuite sur la place du juge et du législateur dans le droit des libertés. Alors, donc, premier temps de la réflexion ce matin, la question de la multiplicité ou du pluralisme des normes, et on avait effectivement choisi un titre un peu provocateur, enfin un peu provocateur, qui est celui du pluralisme désordonné, et trois intervenants successifs. D'abord Romain Tinière, qui va nous entretenir de la question de l'équivalence, le salut par l'équivalence, point d'interrogation. Ensuite Fabien Marcadier, qui va nous dire comment le juge judiciaire appréhende cette multiplication des sources, puisque, si j'ai bien compris, la ligne d'horizon du droit privé n'est plus aujourd'hui la seule loi ou le seul code civil. Et puis ensuite, en cas élincé, nous entretiendra sur peut-être l'avenir des normes en droit des libertés. C'est le rôle en tout cas de la soft law. Donc je donne d'abord la parole pour 20 minutes et je serai très ferme, comme tu l'as été avec moi hier, très ferme sur... Oui, c'est fait que c'est faux, sur le temps. Et tu nous entretiens donc le salut dans l'équivalence, point d'interrogation. Je te passe la parole. Merci Xavier. Bien, alors aujourd'hui, un requérant qui estime qu'une mesure porte atteinte à ses droits fondamentaux peut, pourvu qu'il soit bien conseillé et un peu pugnace, contester cette mesure successivement ou simultanément devant plusieurs juridictions, nationales, européennes et ou internationales, en s'appuyant sur des sources juridiques variées relevant de différents ordres juridiques. Les combinaisons contentieuses sont nombreuses, et donc une même affaire peut parfaitement être analysée tour à tour par plusieurs juges à l'aune de plusieurs sources de protection des droits fondamentaux. Alors ce phénomène, qui découle d'une multiplication des systèmes juridiques créés par les États et des interactions entre ces systèmes juridiques, peut ainsi contribuer à renforcer la protection des droits fondamentaux. Mais il peut aussi contribuer à l'affaiblir. Parce que dans ce bel ensemble, ou ce joyeux désordre, ça dépend quelle vision on en a, que l'on qualifiera donc ici de pluralisme désordonné, un juge peut parfaitement être sollicité pour se prononcer sur la conformité aux droits fondamentaux d'une norme issue d'un autre ordre juridique que le sien, à partir d'un simple acte d'application matérielle. Et dans cette situation, hormis quelques hypothèses qui sont prévues, dans lesquelles on a un contrôle juridique qui est prévu, c'est pour l'essentiel un saut dans l'inconnu. Parce que par exemple le juge national, essentiellement le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, soit saisi de la conformité du droit de l'Union à des normes constitutionnelles protégeant les droits fondamentaux, que la Cour de justice de l'Union ou la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie de la conformité aux droits fondamentaux de sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou que le Comité européen des droits sociaux ou la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie de la conformité aux droits fondamentaux du droit de l'Union. Le problème est toujours le même. Comment trancher un litige qui met le juge aux prises avec une norme extérieure à son ordre juridique, mais qui produit tout de même des effets potentiellement attentatoires aux droits fondamentaux. Donc dans une telle situation, l'application directe, brutale de la logique kelsenienne, de la hiérarchie des normes, est difficilement utilisable, parce qu'elle conduirait à remettre en cause directement la coopération internationale qui a été voulue par les États. Et donc pendant longtemps, cette situation a posé des difficultés. Alors, la solution à cette difficulté a en fait été, trouvée par le premier juge qui se soit réellement posé la question et qui ait les outils pour répondre, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle allemande. Dans sa décision Solange de 1974, la Cour constitutionnelle a considéré qu'aussi longtemps que le droit communautaire, on en parlait comme ça à l'époque, ne prévoirait pas un système de garantie des droits fondamentaux équivalent au sien, elle s'autoriserait à vérifier la conformité des normes communautaires aux droits fondamentaux qui sont inscrits dans sa propre loi fondamentale, dans sa constitution. Et donc le principe de protection équivalente était né.
Il était né, donc ça fait quand même un moment maintenant que ce principe est apparu, mais il est resté longtemps cantonné aux relations entre la Cour de Karlsruhe et la Cour de justice des communautés européennes, jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme ne s'en saisisse et ne rende en 2005 son fameux arrêt Bosphorus. Et depuis cette date, la protection équivalente connaît un succès grandissant. Elle est utilisée par de plus en plus de juridictions ou organes de contrôle dans une grande variété de situations, et elle a été l'objet de nombreuses analyses doctrinales d'ampleur très variable, mais beaucoup d'articles, une thèse soutenue avant-hier à Grenoble, donc un corpus doctrinal assez important. L'ambition ici est beaucoup plus modeste, je ne vise pas à présenter en détail ce mécanisme, mais je voudrais simplement tracer quelques perspectives quant au rôle de cette protection équivalente dans la protection des droits fondamentaux. Autrement dit, le salut au sein de ce pluralisme désordonné qui est devenu notre environnement juridique réside-t-il dans l'équivalence ? Alors, si le principe d'équivalence semble effectivement être un principe plein d'avenir, son utilisation par les juges laisse encore beaucoup à désirer. Alors, un principe plein d'avenir. Pourquoi est-ce que ce principe est, selon moi, plein d'avenir ? Parce que la protection équivalente, elle permet de régler un litige relatif à la protection des droits fondamentaux qui implique plusieurs systèmes juridiques. Et on a deux phénomènes contemporains que sont la multiplication des interactions entre systèmes juridiques et la prolifération des droits fondamentaux. Donc le principe de protection équivalente, il a effectivement des atouts déterminants pour régler les difficultés qui sont créées à cette occasion. On assiste en effet actuellement, quelques mots d'abord sur le contexte favorable, et ensuite j'expliquerai en quoi la protection équivalente permet s'insère harmonieusement dans ce contexte et permet de régler un certain nombre de situations délicates. Donc on assiste actuellement en Europe à une intensification des rapports de système qui intéressent les individus directement, dans des domaines en plus qui sont particulièrement sensibles du point de vue des droits fondamentaux. Pourquoi ? Essentiellement parce que les organisations internationales, il y a une multiplication des mesures adoptées par les organisations internationales qui intéressent les particuliers dans de tels domaines. C'est le cas de l'Union européenne, puisque dans un premier temps, elle a développé son marché intérieur. Alors on a vu que certes, le marché intérieur de l'Union européenne peut porter atteinte aux droits fondamentaux, puisque céder du beurre rance est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, ou jouer au Laser Quest, il y en a un pas loin, peut aussi être appréhendé sous l'angle de la dignité de la personne humaine, mais les potentialités, on va dire, d'atteinte aux droits fondamentaux ne sont pas les mêmes que dans ce qui est le nouvel horizon du droit de l'Union, c'est-à-dire l'espace de liberté, de sécurité et de justice, puisque là, il s'agit de légiférer en matière pénale, en matière d'asile, d'immigration, et donc on voit bien que les domaines en eux-mêmes sont potentiellement plus générateurs de violations des droits fondamentaux. Au-delà de ce fonctionnement classique de l'Union, il me semble qu'il y a également deux phénomènes conjoncturels, mais qui sont amenés à durer, je pense, qui expliquent aussi cette intensification. Premier de ces phénomènes, c'est la crise migratoire en Europe. C'est-à-dire que ça incite l'Union européenne à légiférer et à adopter des actes de plus en plus nombreux dans ce domaine qui est, pareil, un domaine extrêmement sensible du point de vue de la protection des droits fondamentaux. Alors avec, par exemple, la contestation des décisions qui sont liées à l'application du règlement Dublin, et puis on a récemment des potentialités contentieuses nouvelles qui s'ouvrent avec le règlement de 2016 sur le corps européen des gardes-frontières qui conduit l'agence Frontex à avoir des moyens opérationnels, et donc la question de l'imputabilité à l'Union des actions de cette agence vont probablement se poser, donc multipliant là aussi les potentialités contentieuses. Et puis, second phénomène, c'est le développement du terrorisme international, qui suppose une réponse internationale, et donc qui incite l'Union européenne à agir, et qui incite aussi l'Organisation des Nations Unies à adopter de plus en plus de mesures en la matière, mesures qui là aussi vont viser des individus, on a tous entendu parler des sanctions ciblées, et qui sont aussi potentiellement attentatoires aux droits fondamentaux. Donc on a quand même une ambiance qui est en faveur de ce développement des actes des organisations internationales qui vont viser les individus. Or, ces différents actes, ils ont vocation donc à s'appliquer à des individus qui sont situés, sauf à ce qu'ils soient dans l'espace extra-atmosphérique ou en haute mer, encore que ça n'empêche pas toujours que la Cour européenne des droits de l'homme ne se prononce, mais ils relèvent par principe ces individus de la juridiction d'un État. Et donc, au sein de ces États, on assiste à une diffusion des droits fondamentaux, qui innerve les différentes branches du droit,
et qui se sont également développés, ça a été évoqué hier par Laurence, dans des ordres juridiques comme l'Union européenne, qui a priori ne s'intéressait pas aux droits fondamentaux, mais qui ont développé leur propre système de protection. Donc on a des ordres juridiques qui sont de plus en plus saturés de droits fondamentaux. C'est d'ailleurs un des points de départ de la réflexion à l'origine de la revue, des droits et libertés fondamentaux. Donc on a des ordres juridiques qui sont saturés de droits fondamentaux avec des recours utilisables, et donc ces individus confrontés à des mesures adoptées par des organisations internationales vont mobiliser tous ces recours. Que ce soit des recours nationaux ou des recours internationaux auxquels ils ont accès via les conventions qui ont été ratifiées par les États, comme la Convention européenne des droits de l'homme et la possible saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc ces deux phénomènes, la conjonction de ces deux phénomènes, génère autant de situations qui viennent enrichir ce pluralisme désordonné, qui a donc de beaux jours devant lui. Alors en quoi la protection équivalente permet-elle de répondre aux difficultés qui sont posées par cette situation ? En essayant d'être le plus synthétique possible, la protection équivalente, elle procède de l'idée selon laquelle un juge, donc, qui est confronté à un acte qui transpose de façon matérielle, c'est-à-dire sans marge d'appréciation, une norme extérieure à son ordre juridique, peut décider de renoncer à son contrôle au nom de l'existence d'une équivalence de protection des droits fondamentaux entre les deux ordres juridiques, le sien et l'extérieur. Donc on a une neutralisation du contrôle qui est dans ce cas fondée sur la confiance que le juge a dans la garantie des droits fondamentaux au sein de l'autre ordre juridique. Et cette confiance, elle est fondée sur l'idée selon laquelle, si on a un autre système juridique qui protège les droits fondamentaux, ces mécanismes internes sont suffisants, si on considère qu'ils sont équivalents, ils sont bien suffisants pour protéger les droits fondamentaux. Il est inutile qu'il y ait un second contrôle. Donc l'équivalence de protection, elle se fonde sur une présomption, elle procède de la mise en place d'une présomption de conformité aux droits fondamentaux des actes qui émanent de l'ordre juridique tiers. Ça, c'est lorsque le juge reconnaît l'existence d'une équivalence de protection. Par contre, si le juge ne reconnaît pas cette équivalence de protection, ou si la présomption est renversée dans un cas précis, le contrôle de l'acte d'application s'exercera normalement suivant l'application classique du droit. Donc ce mécanisme de protection équivalente, il permet en fait au juge de concilier protection des droits fondamentaux et interaction entre ordres juridiques. Et donc il permet de régler les problèmes qui découlent de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Alors la Cour européenne des droits de l'homme en a dressé d'ailleurs un tableau ici alors assez clair et élogieux, dans un arrêt dans lequel elle ne l'applique pas, c'est paradoxal. Dans son arrêt Al-Doulimi, grande chambre, elle explique que, alors elle est très élogieuse vis-à-vis d'elle-même, le principe de la protection équivalente n'a jamais été conçu comme se limitant uniquement à l'Union européenne, ça veut dire que c'est pas que pour Bosphorus. Ce principe offre une solution élégante et exhaustive, permettant de gommer les disparités entre les obligations internationales des États, dans les cas où les deux systèmes applicables garantissent une protection analogue en matière de droits de l'homme, même si cette protection n'a pas besoin d'être identique. Donc élégant et exhaustif. Et de fait, la Cour européenne des droits de l'homme elle a appliqué ce mécanisme à l'Union européenne dans son arrêt Bosphorus, et puis elle l'a étendu à d'autres systèmes juridiques, puisqu'elle l'a appliqué à l'OTAN, à l'Office européen des brevets, et elle a envisagé de le faire concernant l'Organisation des Nations Unies, dans son arrêt donc Al-Doulimi de chambre, et elle est revenue dessus dans l'arrêt de grande chambre. Mais il y a quand même eu cette idée. Et ce mécanisme, il n'est pas utilisé que par la Cour européenne des droits de l'homme, même si c'est celle qui s'en est le plus servi, puisque la Cour de justice de l'Union, alors l'a appliqué implicitement dans son arrêt Cadi, vis-à-vis des sanctions ciblées des Nations Unies. Elle l'a également appliqué de façon quasi explicite en fait, dans son arrêt Schrems vis-à-vis des États-Unis en matière de protection des données. La même logique préside aux jurisprudences du Conseil d'État français, du Conseil constitutionnel, qui concerne le contrôle de constitutionnalité des normes françaises qui transposent directement les règles de l'Union européenne, et le Comité européen des droits sociaux. Et oui, Carole, le Comité européen des droits sociaux s'y est également référé pour se prononcer indirectement sur le respect de la Charte sociale européenne par l'Union européenne, enfin plutôt sur le manque de respect de cette Charte sociale européenne par le droit de l'Union. Et on envisage même une application de ce mécanisme plus horizontale entre États dans le cadre de la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen ou du système Dublin. Donc, si vous me passez l'expression, on a l'impression que cette protection équivalente, c'est un peu le couteau suisse des relations de systèmes impliquant les droits fondamentaux, c'est un peu utilisé par toutes les juridictions dans des situations qui sont extrêmement diverses. Donc, présenté comme cela, ce mécanisme
peut sembler effectivement être une solution élégante et exhaustive, une sorte de panacée juridique qui justifie qu'on voit en elle une forme de salut dans notre pluralisme désordonné. Il faut cependant y regarder à deux fois. Pourquoi ? Il y a au moins deux difficultés dans le fonctionnement de ce mécanisme. La première, c'est qu'il y a un problème dans la définition de l'équilibre entre coopération internationale et protection des droits fondamentaux. On va voir qu'il y a énormément de variables et donc on a des solutions qui sont extrêmement différentes. Et puis, c'est un principe qui, dans son utilisation, manque cruellement de rigueur. Et, enfin, je vous dirais à quel point on peut même se demander s'il n'y a pas une forme d'instrumentalisation par la Cour européenne des droits de l'homme. Le tout dans le temps qu'il me reste. C'est ça les libertés. Donc d'abord un équilibre difficile à définir. Alors, la question de la définition de l'équilibre entre protection des droits fondamentaux et respect du pluralisme et de la coopération internationale fait appel à trois variables qui sont étroitement liées. C'est-à-dire trois variables que le juge va pouvoir utiliser pour définir précisément son contrôle. Le premier, c'est que parler de protection équivalente ou d'équivalence de protection suppose d'abord de s'accorder sur ce que veut dire cette notion d'équivalence. Qu'est-ce que c'est l'équivalence ou être équivalent ? Et là, on constate que les différentes juridictions ont une vision très différente. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, équivalence, c'est comparable. Elle dit équivalence, par équivalence, il faut entendre comparable. Parce que toute exigence de protection identique de la part de l'organisation concernée pourrait aller à l'encontre de l'intérêt de la coopération internationale. Donc il faut assouplir en quelque sorte les exigences. Cette idée de comparabilité, elle est reprise par la Cour de justice dans son arrêt Schrems lorsqu'elle l'applique aux États-Unis en matière de transfert des données à caractère personnel. Elle parle de niveau de protection adéquat en disant qu'il ne saurait exiger qu'un pays tiers assure un niveau de protection identique à celui garanti dans l'ordre juridique de l'Union. Donc là, on est sur la même ligne. Pourtant, la même Cour de justice dans l'arrêt Cady donne l'impression, elle n'est pas aussi explicite, mais donne l'impression d'exiger une protection identique de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça veut dire que dans un même juge peut avoir des conceptions différentes de ce critère suivant les circonstances. Et puis, pour prendre un exemple interne, le Conseil d'État, dans son arrêt Arcelor, ne parle pas de comparabilité, puisque pour lui, il faut chercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire, on était en 2007, qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Ici, c'est bien l'identité. Il faut que le principe conduise au même résultat. Il n'y a pas d'idée de comparabilité, donc d'édulcoration, on va dire, de la protection. Donc là, c'est déjà une variable importante et on peut avoir des solutions assez différentes. Ensuite, deuxième variable, il faut déterminer à l'issue de quel type d'appréciation l'équivalence est constatée. En général, c'est une appréciation in abstracto, mais est-ce que c'est une analyse qui va porter sur le seul droit en cause ou sur le système global de protection des droits fondamentaux ? Là aussi, les situations sont différentes d'une juridiction à l'autre. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, on a un contrôle qui porte sur l'ensemble du système. Dans l'arrêt Bosphorus, elle considère que comme l'Union européenne protège globalement les droits fondamentaux, tous les actes qui sont adoptés dans le cadre de l'Union peuvent être considérés comme bénéficiant d'une protection équivalente. C'est ce que fait le Comité européen des droits sociaux également. Analyse globale de l'Union européenne. C'est pas par rapport aux droits précisément invoqués, mais c'est par rapport à la protection des droits fondamentaux en général. Là aussi, le Conseil d'État se distingue de ça, puisque je vous ai cité le passage tout à l'heure, mais à l'instant, je veux dire, mais le Conseil d'État, lui, il a une appréciation qui porte sur le droit invoqué. Est-ce que le droit invoqué est bien garanti effectivement dans notre système juridique ? Et donc, on a un deuxième exemple de mécanisme Arcelor. On a un arrêt qui date d'octobre 2016, Confédération paysanne. Alors, ça ne concerne pas à stricto sensu les droits fondamentaux, puisque ça concerne le principe de précaution, mais dans l'arrêt du Conseil d'État, on voit bien qu'il identifie le principe de précaution, il dit voilà, c'est protégé par l'article 5 de la Charte de l'environnement. Est-ce que celui-ci, ce principe de précaution, existe en droit de l'Union européenne ? Et puis, il va vérifier les différentes dispositions pour voir si c'est le cas ou pas. Donc là aussi, une grosse différence. Enfin, ce constat d'équivalence doit pouvoir être renversé, sauf à ce que l'équivalence soit définitive et que la présomption soit irréfragable. Et là aussi, les modalités varient, puisque pour la Cour européenne des droits de l'homme, il faut prouver une insuffisance manifeste dans la protection pour pouvoir renverser la présomption. Alors que le Conseil d'État semble se contenter d'une simple preuve, une simple absence d'effectivité du droit.
Donc la combinaison de ces 3 variables, que je viens de présenter très rapidement, permet au juge donc d'exercer un contrôle dont l'intensité varie énormément d'une situation à l'autre. En fonction de la confiance que l'on place dans les mécanismes de protection des droits fondamentaux, on va avoir un contrôle qui va varier. Et la gradation entre les différentes solutions auxquelles peuvent aboutir les juges illustre donc à la fois les difficultés qu'il y a à trouver un équilibre entre coopération internationale et protection des droits fondamentaux, et le risque qu'il y a de voir se déployer un mécanisme qui soit vraiment à géométrie variable, avec autant d'applications différentes que de configurations différentes. Ce qui me conduit à aborder en 1 minute 30 l'hypothèse d'une utilisation chaotique, voire une instrumentalisation de ce principe d'équivalence. Alors, pour aller à l'essentiel, le seul juge qui ait une jurisprudence suffisamment détaillée ou nourrie en la matière, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Les autres juridictions, on a 1 ou 2 arrêts, ça ne suffit pas pour pouvoir essayer de dresser une analyse sur l'utilisation pratique de ce mécanisme. Or, quand on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui frappe, c'est que c'est une jurisprudence qui, sur cette question, est illisible et incohérente. Alternativement ou cumulativement, on va dire. On ne peut déduire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme aucun critère fiable relatif aux conditions dans lesquelles on peut utiliser la protection équivalente dans une affaire donnée. Il y a des situations dans lesquelles on pouvait penser que la protection équivalente s'appliquait, et en fait non. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne s'applique pas. C'est notamment ce qui s'est passé dans les affaires Nada et Al-Doulimi, dans lesquelles on était confronté aux sanctions ciblées adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les éléments semblaient requis pour qu'on puisse appliquer ce mécanisme, et la Cour européenne des droits de l'homme, contre toute attente, a trouvé une marge d'appréciation de l'État, lui permettant d'imputer directement à l'État la violation, sans avoir à concilier la protection des droits fondamentaux avec la coopération internationale. Puisque, pour la Cour, c'était la faute de l'État, donc il n'y a pas de coopération internationale dans cette histoire. Donc il y a une incertitude qui pèse sur les conditions d'utilisation. Mais au-delà de cette incertitude, je me demande s'il n'y a pas une instrumentalisation en fait, de la Cour, enfin de ce principe, par la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à un résultat qui est défini par avance. Parce que l'utilisation par la Cour européenne de la protection équivalente donne l'impression de privilégier systématiquement la coopération internationale sur la protection des droits fondamentaux. Parce qu'elle ne fait jouer le mécanisme de protection équivalente que lorsqu'elle est certaine de pouvoir dresser un constat d'équivalence. Il y a un seul exemple dans lequel il y a eu un renversement d'équivalence, ça concernait l'Union européenne, c'est l'affaire Michaud, mais c'était un problème qui était imputable au Conseil d'État français. Donc on n'a aucun constat d'absence d'équivalence, et les seules situations dans lesquelles la Cour était certaine, si elle appliquait le mécanisme, que ça conduirait à une violation, c'était avec le système des Nations Unies, eh ben, elle n'a jamais accepté d'appliquer ce principe de protection équivalente. Donc on a vraiment l'impression qu'elle s'en sert comme un outil de politique jurisprudentielle visant à promouvoir la coopération internationale, même si ça doit être au détriment de la protection des droits fondamentaux. Alors, que penser finalement de ce principe de protection équivalente ? Il faut déjà bien avoir à l'esprit que c'est un mécanisme qui vise à conjuguer la protection des droits fondamentaux et la multiplication des ordres juridiques, et de trouver une voie médiane. Si ce postulat est admis, et je pense que c'est un postulat qui est critiquable, ça peut se discuter, cette idée de conciliation, si ce postulat est admis, le principe est intéressant. Mais la mise en œuvre, par son principal utilisateur, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, est pour l'instant très insatisfaisante. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à rendre un peu plus cohérente l'utilisation de ce système. Et donc au final, pour que ce ne soit pas un simple outil au service d'une politique jurisprudentielle. Actuellement, ça donne vraiment cette impression-là. Alors, est-ce que le salut réside dans l'équivalence ? À mon sens, la réponse n'est pas totalement écrite encore à ce jour par les juges. Et donc peut-être que je vous donne rendez-vous dans 5 ans, on aura peut-être suffisamment d'éléments pour en parler. Merci. Merci Romain, effectivement tu as été à peu près mieux que moi en tout cas sur le respect du timing. Et donc je passe tout de suite la parole à mon voisin de droite, Fabien Marcadier, professeur à l'Université de Poitiers, qui va nous entretenir du juge judiciaire face à la multiplication des sources. Merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à participer à cette manifestation et aux 5 ans de cette revue, de cette belle revue. Et donc sur un bilan sur cette prolifération de droits fondamentaux et de voir comment un acteur, le juge judiciaire, se débrouille face à cette multiplication des sources.
Alors, multiplication des sources, oui, déjà en interne, puisque les sources internes, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens depuis 1789, qui a été intégrée au bloc de constitutionnalité, on y a joint le préambule de la Constitution de 46, la Charte des droits fondamentaux et puis toutes ces lois de la République qui sont devenues des principes fondamentaux et des principes à valeur constitutionnelle. Donc qui constitue première source de ces droits fondamentaux, qui normalement sont l'affaire du législateur, si on s'en tient à la Constitution du 4 octobre 58, puisque l'article 34 confie au législateur le soin de définir les droits fondamentaux et leur régime. Bon, sauf que les choses déjà ne sont pas si simples, et que le législateur n'est pas le seul acteur à intervenir pour la protection des droits fondamentaux, et on va bien parler du juge judiciaire, puisque le juge va avoir un rôle dans le contrôle des lois qui sont adoptées par ce législateur. Alors, ce qui opère déjà un changement de perspective et puis un certain déclassement du législateur. On passe d'une loi quasiment toute puissante à l'issue de la Révolution, et puis un législateur qui aujourd'hui est soumis au contrôle du juge constitutionnel, qui lui aussi va exercer un contrôle au regard des droits fondamentaux depuis que le Conseil constitutionnel, alors lui aussi par un coup de force quand même en 1971, est sorti un peu de son rôle d'arbitre ou de gardien du parlementarisme rationalisé pour assurer un contrôle des lois au regard des droits fondamentaux. Et puis le juge ordinaire, dont fait partie le juge judiciaire, qui lui va assurer ce contrôle au regard des droits fondamentaux, mais d'autres sources, pas des sources constitutionnelles, mais des sources conventionnelles. Y compris aujourd'hui avec le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, où ce n'est pas le juge judiciaire lui-même qui exerce ce contrôle, il transmet simplement, fait office un peu de facteur, voilà, donc, un facteur un peu particulier, puisque c'est quand même c'est lui qui décide si la lettre arrivera ou pas. Donc c'est pas lui qui va exercer ce contrôle, mais bien le Conseil constitutionnel. Donc un contrôle de conventionnalité, alors qui s'exerce au regard de sources internationales. Et là aussi, de la même façon qu'en interne, on a une explosion et un foisonnement de sources, bien au niveau international, là aussi, il y a un foisonnement de sources qui vont affirmer, protéger des droits fondamentaux. Alors, des sources qui sont en ordre dispersé, on a pu s'en apercevoir hier avec l'intervention de Laurence, donc des sources qui ont une vocation générale, qui vont concerner tous les États dans le monde, des sources qui ont une vocation régionale, qui vont concerner simplement des États qui participent à une certaine organisation, alors les États américains, africains, européens, des sources qui vont viser les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de l'homme en général, et puis des instruments qui vont viser les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels d'individus en particulier, les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et leurs familles. Donc voilà, on a une prolifération d'instruments. À chaque fois, on a un organe qui est chargé de veiller au respect ou à l'application de ces instruments, alors qu'il va être consultatif, juridictionnel, quasi-juridictionnel. Voilà. Et donc le juge judiciaire se retrouve pour exercer ce contrôle de conventionnalité face à cette multiplication des droits fondamentaux, multiplication des instruments et multiplication des acteurs. Alors, ce qui pose un problème au juge judiciaire, c'est précisément de savoir comment il va pouvoir réagir et articuler toutes ces sources, et aussi prendre en compte ces différents acteurs, parce que les ordres juridiques ne fonctionnent plus en vase clos, ils sont ouverts sur d'autres systèmes. Et effectivement, comme Romain le disait, une même situation pourra être examinée dans des contextes différents, par des acteurs différents, dans des contextes normatifs différents. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est par exemple les Grecs qui ont voulu régler les conséquences civiles des dommages commis par l'Allemagne à l'issue du second conflit mondial. Ça a donné lieu à une décision en Grèce, une décision devant les juridictions italiennes, le contentieux a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, et ça s'est terminé devant la Cour internationale de justice. Une même situation, qui a connu deux juges nationaux, un juge européen et un juge international. Donc, au premier niveau, le juge national ne peut pas faire l'économie justement de ces autres raisonnements, et doit aussi les intégrer dans son contrôle.
Donc les deux questions, il me semble que auxquelles le juge doit répondre et doit faire face, c'est le problème donc, de cette multiplication des instruments et d'un autre côté de cette multiplication des acteurs qui développent des méthodes de contrôle relativement disparates. Alors, par rapport à la multiplication des instruments, alors si on essaie de faire très rapidement une sorte de typologie, le juge judiciaire va être confronté à trois types de problèmes. Le problème de la concurrence, c'est-à-dire que des droits fondamentaux qui vont faire l'objet de voies de protection qui sont parallèles. Donc des problèmes de concurrence, des problèmes de convergence, que fait le juge judiciaire quand plusieurs droits sont garantis à l'identique dans plusieurs instruments. Et puis des problèmes de conflit, voilà, lorsque des droits fondamentaux vont entrer en contradiction les uns avec les autres, parce que c'est aussi le fruit et un peu un des problèmes de cette multiplication des droits fondamentaux, c'est qu'à tout ramener à des droits fondamentaux, à un moment on arrive à une bataille de droits fondamentaux. Alors pour ce qui est de la concurrence, j'irai très très rapidement sur cette question. On peut déceler deux types de situations qui mettent en œuvre ou qui illustrent cette concurrence. C'est le contrôle de constitutionnalité, voilà, des droits qui vont être garantis à la fois dans la Constitution, garantis constitutionnellement et garantis par des sources internationales, et puis le problème de l'Union européenne avec la question de l'équivalence. Je ne vais pas du tout y revenir, parce que ça a été vu. Alors très rapidement sur la concurrence avec la protection conventionnelle ou la protection constitutionnelle. Alors, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour le juge judiciaire, puisque précisément, ce n'est pas lui qui va mettre en œuvre le contrôle de constitutionnalité. Sauf qu'il joue quand même un rôle dans ce contrôle de constitutionnalité, puisque c'est lui qui va décider, en dernier lieu, de renvoyer ou de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au juge constitutionnel. Alors, si on regarde la loi organique et la façon dont la procédure et la façon dont ce contrôle a été pensé, on sent quand même qu'on a voulu assurer une priorité véritablement à ce contrôle de constitutionnalité par rapport au contrôle de conventionnalité. Puisqu'il est bien précisé que lorsqu'un plaideur choisit, alors bien sûr le juge ne peut pas relever d'office la question de la constitutionnalité, mais si un plaideur soulève la question de la constitutionnalité en parallèle avec la question de la conventionnalité, il est bien précisé que le juge judiciaire doit d'abord se prononcer sur la question de la constitutionnalité avant de se prononcer sur une éventuelle conventionnalité. Alors, est-ce que cet ordre d'examen a une influence ? Il y a un risque. Le risque, c'est que le contrôle de constitutionnalité absorbe le contrôle de conventionnalité ou influence le contrôle de conventionnalité. Sauf que dans les faits, il semble que cette priorité ne signifie pas une primauté du contrôle de constitutionnalité sur le contrôle de conventionnalité, parce que le juge judiciaire pourra toujours exercer le contrôle de conventionnalité, quoi que dise le Conseil constitutionnel à la question qui lui a été posée. C'est-à-dire que même si le Conseil constitutionnel déclare qu'une disposition est contraire à la Constitution, le juge judiciaire peut encore avoir un intérêt à exercer un contrôle de conventionnalité et à aller à l'encontre de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Alors, comment est-ce qu'il peut aller à l'encontre si la disposition est déclarée constitutionnelle ? C'est l'exemple typique de la remise en cause des textes qui organisait la garde à vue, où le Conseil constitutionnel précise que c'est contraire à la Constitution, mais qu'on va laisser quand même 18 mois au législateur le temps de se retourner et de préparer la réforme. Sauf que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé qu'il lui appartenait immédiatement de mettre en œuvre le contrôle de conventionnalité et donc de se passer ou de renverser ou de mettre entre parenthèses, de neutraliser cette modulation des effets dans le temps de la décision du Conseil constitutionnel. Donc, des phénomènes de concurrence, mais des phénomènes de concurrence qui laissent quand même au juge, même lorsqu'on lui pose les deux questions, constitutionnalité et conventionnalité, le choix entre l'une ou l'autre voie. Et on le voit ici par rapport au droit du gardé à vue, le choix va se faire au profit de la voie qui offre la plus grande protection au profit des individus. Alors, est-ce qu'on retrouve la même logique d'une plus grande protection pour les individus lorsqu'on est dans une situation de convergence ? Alors, situation de convergence, il faudrait envisager un droit fondamental qui est garanti à peu près à l'identique ou du moins dans son énoncé, qui est garanti à la fois dans des sources nationales ou dans plusieurs sources internationales.
Alors, quand on est dans ces phénomènes de convergence, bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même une omniprésence de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit européen des droits de l'homme. Alors, une omniprésence qui apparaît un peu lorsqu'il y a une convergence avec des sources nationales. C'est-à-dire que le juge judiciaire, que ce soit la chambre criminelle, chambre sociale ou les chambres civiles, vont parfois se contenter simplement de viser un article de la Convention européenne des droits de l'homme pour rendre leur décision. Ou alors ils vont citer l'article de la Convention. Alors par exemple, donc là c'est pour la chambre sociale, la res piler sur les clauses domiciliaires, qui a imposé aux salariés de fixer son domicile en lieu proche de son travail. Voilà, ce type de clause a été censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation au seul visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc parfois on peut avoir ce visa isolé. Plus souvent que par le passé, le texte national qui garantit tel droit fondamental est visé avec le droit équivalent garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. L'exemple typique, c'est le droit au respect de la vie privée. Voilà, on vise ensemble l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis parfois aussi, c'est la source européenne, internationale, qui est totalement évincée et on applique uniquement la source nationale. Alors là, typiquement, c'est la chambre sociale qui, pour examiner l'atteinte aux libertés individuelles ou collectives du salarié, va simplement viser l'article L1121-1 du Code du travail. Bon, en soi, c'est pas dramatique, puisque l'article en question intègre de toute façon la logique et les mêmes exigences que le droit européen des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas forcément, il y a une omniprésence de la CEDH, mais qui ne phagocyte pas totalement la source nationale. En revanche, lorsque il y a une convergence entre deux sources internationales, là, on assiste vraiment à une primauté du droit européen des droits de l'homme lorsqu'il est confronté, alors tout particulièrement au pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire qu'on a deux textes équivalents qui protègent de la même façon des droits civils et politiques, qui protègent les droits de l'homme d'une manière générale, qui ont un champ d'application à peu près équivalent. Et pourtant, le juge judiciaire se réfère systématiquement à la Convention européenne des droits de l'homme au détriment du pacte international relatif aux droits civils et politiques, même dans les hypothèses où les plaideurs ne se sont fondés que sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, en soi, ce n'est pas problématique lorsque les droits sont garantis à l'identique. Ça devient un peu plus gênant lorsque les droits n'ont pas le même contenu. Et là, on ne comprend pas bien pourquoi le juge judiciaire va faire prévaloir le droit européen des droits de l'homme moins protecteur que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, ces hypothèses de conflits ou de divergences, elles sont relativement rares, mais par le jeu des réserves et des déclarations, on s'aperçoit quand même que certains droits ont une portée moindre dans le contexte européen que dans le contexte international. Oui, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que la France va ratifier deux textes, les mêmes droits, va faire une réserve sur l'un et pas sur l'autre. Bon. Bien. Alors, on en arrive justement au phénomène de contradiction. Alors, quand deux droits s'entrechoquent, quelle attitude adopter par le juge judiciaire ? Le juge judiciaire peut emprunter soit une voie hiérarchique, faire prévaloir un droit par rapport à l'autre et dire qu'un droit est plus fondamental qu'un autre, sauf que cette voie hiérarchique, qui est soutenue encore par quelques auteurs, notamment Pierre-Yves Gauthier, qui dit qu'on ne peut pas la condamner comme ça. Il y a certaines hypothèses où on pourrait quand même réfléchir à instaurer une hiérarchie entre certains droits. Bon, la voie qui est quand même privilégiée, c'est la voie de la proportionnalité, c'est-à-dire de mettre face à face les deux droits, de les mettre en balance et d'essayer de voir dans le contexte lequel doit l'emporter par rapport à l'autre. Alors, tout un programme, quand on dit ça, on n'a strictement rien dit, et puis surtout, on n'a aucun guide. Alors, malgré tout, sur les conflits les plus récurrents, c'est-à-dire vie privée et liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme s'est quand même prononcée à de multiples reprises et est parvenue quand même à poser un cadre, un guide, notamment dans ses arrêts du 7 février 2012 de grande chambre Axel Springer et von Hannover numéro 2 contre Allemagne, en détaillant toute une liste de critères que les juges nationaux seraient bien inspirés,
doivent prendre en considération pour opérer la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression. Toute une liste de critères, plus on multiplie les critères, plus on laisse de pouvoir à celui qui va les manipuler. Malgré tout, il y en a un qui domine et qui l'emporte par rapport aux autres, c'est voilà, la contribution de l'expression, de l'article, de la photo à un débat d'intérêt général, voilà, de savoir si l'information est purement gratuite ou si véritablement elle a une portée informative. Donc, ce qui fait que voilà, on aura tendance à privilégier la liberté d'expression sur la vie privée. Et donc, ce qui permet, alors c'est une sorte d'équivalence, enfin, pas de présomption d'équivalence, mais c'est une sorte d'équivalence, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme pose un cadre, voilà, une proportionnalité qui exige, enfin, qui doit être mise en œuvre par le juge, et une fois que la Cour constate que le juge a réalisé ce contrôle de proportionnalité, a bien pris en compte les droits des uns et des autres, les intérêts des uns et des autres, eh bien la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause l'arbitrage qui a été opéré dans l'ordre juridique interne. Voilà, elle fait ici application pleinement du principe de subsidiarité. Je ne sais plus, il me reste du temps là. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, 3-4 minutes. Donc voilà, pour ces différents, enfin, la façon dont le juge judiciaire peut être amené à faire face à cette multiplication des sources, voilà, ces droits fondamentaux qui puisent aux sources internes, aux sources internationales, et qui parfois sont garantis à l'identique ou dans des termes sensiblement différents au sein des sources internationales. Alors au-delà de la multiplication des instruments, le juge doit aussi faire face à la multiplication des acteurs et doit anticiper le fait que sa décision, que l'affaire, que la situation dont il va connaître, dont il connaît, eh bien, va aussi être connue par d'autres acteurs, d'autres juridictions, type la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, peut-être deux questions rapidement. Est-ce que ça implique, de la part du juge judiciaire, d'adopter les méthodes de raisonnement de cette autre juridiction qui va connaître de la situation dans un autre contexte? Et est-ce que cela va conduire à réviser un peu la répartition des rôles entre le juge du droit, la Cour de cassation, et le juge du fait, donc première et deuxième instance? Alors, du point de vue des raisonnements, bien, du point de vue des raisonnements, c'est-à-dire que du fait de l'ouverture des systèmes juridiques, le juge judiciaire ne peut pas se contenter des notions et des régimes qui sont prévus par les droits nationaux. Pourquoi? Parce que dans un autre contexte, la notion ou le régime a une autre qualification, ça s'appelle une ingérence dans un droit garanti, et l'ingérence, elle sera conventionnelle ou inconventionnelle, sous réserve de proportionnalité. Donc quand un juge est confronté à une diffamation ou à une injure, il ne peut pas se contenter simplement de faire application de la loi de 1880, parce que derrière, la diffamation, l'injure, c'est une ingérence dans la liberté d'expression qui potentiellement sera une restriction disproportionnée à la liberté d'expression. Donc, le juge judiciaire doit ici s'approprier un certain type de raisonnement et ne peut pas faire une application mécanique comme ça de la règle sans s'interroger justement sur le devenir de la situation et la façon dont, par exemple, le juge européen va l'appréhender. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que la règle de droit objective, abstraite, hypothétique est totalement condamnée. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a tenu à le rappeler dans un arrêt récent, Ivanova et Cherkezov contre Bulgarie, que non, la règle de droit, la règle générale n'est absolument pas condamnée par cette logique de proportionnalité. Ce qui est condamné, c'est que le droit individuel soit totalement passé sous silence au moment de la mise en œuvre de cette règle générale, impersonnelle et hypothétique. Et l'affaire Ivanova, c'est précisément une affaire de démolition d'une construction qui avait été élaborée en contradiction avec le droit national et avec le plan d'occupation des sols, donc qui rappelle des contentieux qu'a connu la Cour de cassation. Alors cet arrêt, il est important parce que la Cour européenne des droits de l'homme essaie justement de répondre aux objections qui ont été formulées à l'encontre du principe de proportionnalité. Alors très rapidement, la Cour insiste vraiment sur le caractère exceptionnel de cette mise à l'écart de la règle nationale sous l'influence du principe de proportionnalité, parce qu'elle n'interviendra déjà qu'en prenant en compte le contexte et surtout le droit qui est atteint.
Et dans l'affaire Ivanova et Cherkezov, la démolition de l'habitation met en cause le droit au domicile et surtout le droit pour la personne entre avoir un toit ou dormir dans la rue. Donc on est quand même sur voilà, un intérêt qui appelle une considération particulière. Bon. L'autre élément à prendre en compte, c'est l'objectif qui va être poursuivi justement par cette démolition. Est-ce que véritablement l'intérêt public qui va être poursuivi par cette démolition est un intérêt qui est véritablement concurrent et qui peut justifier de mettre quelqu'un à la porte et de le priver de tout logement. Donc c'est ce type d'élément, ce type d'intérêt que le juge doit s'approprier. Alors, le dernier argument que met en avant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la question justement de dire que finalement c'est pas si grave parce que le juge, que ce soit le juge bulgare mais même le juge français, a l'habitude de ces raisonnements de proportionnalité, et puis surtout explique que finalement ce sera des cas ou des situations extrêmement rares. Alors extrêmement rares, sauf que un certain nombre d'auteurs opposent que si on commence à pouvoir discuter la règle générale de manière systématique par un contrôle de proportionnalité, oui, peut-être que l'issue, on aura un renversement rare ou une neutralisation rare de la règle de droit, mais on peut avoir un appel d'air et une multiplication des actions et des contentieux. Et c'est peut-être ce risque qui ici n'a pas forcément été pris en compte par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, j'en conclus juste ici. Donc il y a un risque d'instabilité, d'insécurité juridique, mais pour réaliser un idéal de justice, et moi je me demande si ce risque ne vaut pas la peine, et là, affirmation politique, si ce risque ne vaut pas la peine d'être pris. Merci Fabien, je constate que tu as un vieil objet pour calculer le temps et que c'est peut-être plus efficace que moi. Donc c'est assez surprenant. Tu avais utilisé cet objet lorsque tu as passé... Non, j'avais quelque chose une montre à gousset, en l'occurrence. Bien, en tout cas, merci pour ton propos. Je pense qu'on poursuit en fait un dialogue autour notamment de cette jurisprudence de la Cour de cassation. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure sur un ton peut-être plus polémique, moins élogieux. Donc je passe... mais pas politique du tout, bien sûr. Hein. Tout ça n'a rien à voir avec la politique. Donc je passe maintenant la parole à Anka Elincé qui va nous entretenir de... On a parlé plutôt de hard law pour l'instant, hein, il faut bien le dire. On va maintenant se lever dans le confort pas du soft law, mais de la soft law. La soft law est-elle l'avenir des droits fondamentaux? Je te passe la parole. Bien, merci beaucoup. Je voudrais commencer de façon très classique par remercier Xavier, donc Romain et Sébastien pour m'avoir invité à participer à ce colloque. Je dois dire que j'ai été très surprise qu'une place ait été réservée à la soft law dans le cadre d'un colloque, qui plus est dans le cadre d'un colloque sérieux sur les droits fondamentaux. Enfin, il me semble, parce que la soft law est généralement négligée, voire très franchement méprisée. Alors que dans la pratique, il y en a partout, vraiment partout. Donc je crois, en tout cas j'y vois moi une évolution dans la façon d'appréhender la soft law dans le sens d'une certaine acceptation. Je dois vous dire aussi que j'ai été tout aussi surprise, à vrai dire je dirais amusée, de la formulation du sujet qu'on m'a proposé. Je trouve que le sujet est extrêmement provocateur. Pourquoi ? Parce que historiquement, le développement du droit des droits de l'homme repose sur l'idée de juridictionnalisation et de judiciarisation, de juridictionnalisation, oui, et de judiciarisation des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a essayé historiquement d'épurer les droits fondamentaux de ce que certains considèrent comme étant leur vice majeur, c'est-à-dire l'absence de juridicité. Et donc, poser la question de savoir si la soft law est l'avenir des droits fondamentaux peut laisser sous-entendre qu'il y aurait potentiellement un retour en arrière. Donc vous comprendrez que j'ai, l'espace d'un instant, été saisie d'une espèce d'angoisse immense parce que j'ai eu l'impression de porter sur mes épaules le poids de l'avenir des droits fondamentaux. Et vous en conviendrez, c'est un peu vache quand même. Alors j'ai choisi une voie très courageuse qui est la voie de la dédramatisation du sujet. Mais c'est quand même pas facile.
pour plusieurs raisons, le sujet me semble difficile. Premièrement, parce qu'il renvoie à des questions de positionnement doctrinal, très clairement. En fonction de son positionnement doctrinal, on sera plus ou moins ouvert à la soft law, au contraire plus ou moins fermé, c'est comme vous voulez. Deuxièmement, la question de la définition des termes du sujet est une question absolument abominable, absolument redoutable. Et donc j'ai choisi une autre technique qui est peu avouable et tout aussi courageuse, c'est l'esquive. Alors je me sens très libérée pour éviter de définir les droits fondamentaux. Personne ne l'a fait, je suis très à l'aise. Vous comprendrez que je suis plus embêtée pour esquiver sur la définition de la notion de soft law, puisque c'est quand même le cœur de mon sujet. Pourtant, je vais quand même esquiver. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de définition consensuelle de la soft law. La doctrine a essayé pendant des années, on n'y arrive pas. Bon, il faut maintenant passer à autre chose, l'accepter et passer à autre chose. Donc je vais me contenter de vous donner ma définition de la soft law, sachant qu'elle n'est pas forcément unanimement acceptée. Alors pour moi, la soft law, c'est un ensemble de normes dont la juridicité est incertaine, discutée. Un ensemble de normes, donc c'est normatif, ça veut dire que ça influence le comportement des destinataires. Mais c'est ni juridiquement obligatoire, ça ne crée pas de droits et obligations, ni juridiquement contraignant, c'est pas assorti de sanctions en cas de non-respect de la soft law. Je dois ajouter quand même une précision qui me semble très importante et qui, là encore, n'est pas nécessairement partagée par toute la doctrine qui travaille sur la soft law. Moi, je n'intègre pas dans la soft law le droit flou, c'est-à-dire ce droit imprécis qui est formellement hard mais matériellement soft. En clair, pour moi, une disposition législative qui n'est pas claire, qui est imprécise, ou un traité qui est vaporeux, qui est rédigé en termes vaporeux, pour moi, ce n'est pas de la soft law. C'est de la hard law, peut-être de la mauvaise hard law, on peut en discuter, mais en tout cas de la hard law. En clair, un traité comme le PIDESC, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pour moi, ce n'est pas de la soft law. Et c'est pour moi très important de le dire, parce que la soft law, la notion recouvre des phénomènes extrêmement hétérogènes, ce qui a des conséquences sur la méthode qu'on utilise quand on travaille sur la soft law. Pour moi, cette hétérogénéité impose une démarche empirique et inductive, et donc ça a des conséquences sur les conclusions qu'on arrive à en tirer, puisque le choix des instruments, je l'avoue, est arbitraire, nécessairement arbitraire. Il y a une telle masse de documents que je choisis un peu au hasard, et donc les conclusions que j'arrive à en tirer ne sont pas nécessairement universellement applicables à toute la soft law. Ces précautions ayant été prises, il reste la question centrale, qu'est-ce que c'est que l'avenir des droits fondamentaux ? Que veut bien dire le sujet qu'on m'a proposé ? Et là, je crois qu'il ne faut plus que j'esquive. Il me semble qu'il y a plusieurs façons de voir le sujet, j'en ai vu 4. Est-ce que la question, c'est de savoir si la soft law va se substituer ou doit se substituer à la hard law en matière de droits fondamentaux ? Je ne vais pas développer, mais je pense que la réponse est clairement négative. Autre question, est-ce que la soft law annonce le futur des droits de l'homme ? Là, à l'inverse, je crois que la réponse devrait être positive. Je ne vais pas développer non plus, mais je vais me contenter de citer Georges Abissab, qui est un internationaliste, qui a écrit en 1993 que la soft law joue, je le cite, un rôle d'étape dans l'évolution du droit. Et il dit « le soft law d'aujourd'hui est ou énonce le hard law de demain ». La soft law est précurseur, mais elle est aussi complémentaire ou concurrente de la hard law. Et on pourrait alors comprendre le sujet comme impliquant de se questionner sur la place de la soft law dans la protection des droits fondamentaux, donc aujourd'hui et à l'avenir. Autrement dit, est-ce que la soft law fera partie à l'avenir de la protection des droits fondamentaux ? Est-ce que la soft law est utile à la protection des droits fondamentaux ? À mon avis, la réponse est positive, mais je ne vais encore pas développer cet aspect. Ce n'est pas très orthodoxe, mais croyez-moi sur parole, je pense que c'est vrai. Tout ça pour vous dire que j'ai choisi une dernière voie, une dernière approche du sujet, parce qu'on me demande d'intervenir dans une sous-partie qui s'appelle le pluralisme désordonné. Et donc, je vais traiter de la question de savoir si la soft law est un facteur de désordre dans un contexte de pluralisme normatif qui est particulièrement marqué en matière de droits de l'homme, on l'aura compris. Autrement dit, est-ce que la soft law accroît le désordre normatif ? Je crois que spontanément, on a envie de dire, bah oui, bien évidemment, la soft law accroît le désordre normatif. Et ça change le sens de la question,
Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on me demande, est-ce que le désordre normatif est l'avenir des droits fondamentaux ? Alors, je trouve que c'est une sacrée question, un peu vache aussi. Je vous propose quand même d'essayer de tester, d'éprouver cette réponse instinctive. Et je vous propose 2 temps dans la réflexion. Un premier temps consistant à voir que la soft law est un facteur de désordre. Et puis, je vais, dans un second temps, essayer de relativiser ce constat en vous montrant que la soft law participe aux efforts d'ordonnancement du pluralisme. Alors d'abord, la soft law et le pluralisme désordonné. Est-ce qu'il y a un désordre par la soft law ? Je crois que le pluralisme des normes génère nécessairement une part de désordre. Nécessairement, il y a nécessairement des conflits de normes. Alors la question, c'est est-ce que la soft law accroît ce désordre ? Je crois qu'il y a schématiquement 2 façons de voir la chose, suivant son positionnement doctrinal. Soit on considère que la soft law, ce n'est pas du droit, et dans ce cas-là, elle ne fait pas partie du pluralisme, du pluralisme normatif, et donc il n'y a pas de risque de conflit de normes. Soit on considère que la soft law, c'est du droit, et donc elle est impliquée dans le pluralisme, et donc elle peut être impliquée dans des conflits de normes. Alors vous remarquerez que si je choisis la première voie, mon travail est fini, on n'en parle plus. Sauf que moi, je fais partie de ceux qui croient au continuum normatif. Je crois que la soft law est du droit, et donc elle peut être impliquée dans des conflits de normes. À partir de là, je vous propose de dresser un constat très très rapide de la contribution de la soft law à ce pluralisme désordonné. Et ensuite, je vous propose quelque chose d'un peu provocateur, un éloge du désordre. D'abord, un constat très très rapide du désordre normatif impliquant la soft law. Je crois que ce n'est pas possible de nier que la soft law accroît le désordre normatif. Et on peut en trouver vraiment de très très nombreux exemples. J'en prends un seul, il faut choisir, à propos de l'interprétation du principe de laïcité applicable à la question de savoir si on peut mettre des crèches dans des lieux publics. L'exemple a été trouvé par Julie Arroyo, je ne la vois pas aujourd'hui, mais je lui rends ce qui lui est dû. Il a été trouvé par Julie Arroyo dans le cadre d'une chronique qu'on élabore au CRJ. Alors, sur cette question, un guide de l'Observatoire de la laïcité de 2015 dit « Il faut une appréciation in concreto par le juge ». Donc, ça veut dire que parfois, on peut admettre la présence de crèches dans les bâtiments publics. A l'inverse, le guide de l'Association des maires de France, en 2016, retient que la présence de crèches est incompatible avec le principe de laïcité. Donc, 2 approches différentes, potentiellement conflits de normes. Mais, et Julie le relève, les juridictions administratives ne sont pas d'accord non plus. Les tribunaux administratifs ont aussi une approche différente. Donc c'est déjà un premier facteur de relativisation du désordre normatif provoqué par la soft law. Et je voudrais poursuivre dans le sens de la relativisation en vous posant la question de savoir s'il est permis de faire un éloge du désordre normatif. À mon sens, le désordre normatif n'est pas nécessairement négatif en soi. À mon avis, le désordre est négatif lorsque la soft law abaisse le seuil de protection fixé par le droit positif, par la hard law. Est-ce qu'il faut nécessairement dénoncer la soft law lorsqu'elle provoque délibérément le désordre pour essayer d'impulser une évolution des droits fondamentaux dans le sens d'une meilleure protection des droits fondamentaux? Et je vous donne un exemple, c'est la question de l'immunité de juridiction au droit international. Vous savez peut-être que la Cour internationale de justice et la Cour européenne des droits de l'homme ont maintenu l'immunité de juridiction des plus hauts représentants de l'État, y compris en cas de crimes internationaux graves, par exemple la torture. Eh bien, parallèlement, il y a tout un tas d'instruments de soft law, dont des résolutions de l'Institut du droit international, dont des travaux en cours de la Commission du droit international. Alors, les travaux ne sont pas achevés, mais la rapporteure actuellement va dans le sens de la reconnaissance d'une exception à l'immunité de juridiction en cas de crimes internationaux, notamment en cas de torture. Et j'ai l'impression que la Cour est prête potentiellement à changer de point de vue. Dans l'arrêt Jones, elle dit qu'il y a un soutien qui se dégage en faveur d'une règle ou d'une exception. On n'est pas encore au stade du consensus, mais il y a une évolution qu'elle remarque. Et donc, je crois que l'appréciation apportée sur le désordre normatif doit être nuancée. Mais quand même, le désordre peut provoquer des problèmes de cohérence et d'unité. Et donc, un ordonnancement s'impose pour des raisons évidentes de sécurité juridique. Et je voudrais vous montrer que la soft law n'est pas tout à fait étrangère à ces efforts d'ordonnancement. Donc, la soft law est l'ordonnancement du pluralisme cette fois-ci.
La grande difficulté quand il y a un conflit de normes impliquant la soft law, c'est qu'on ne sait pas le résoudre. C'est qu'il n'y a pas de mécanisme à ce jour organisé de règlement des conflits de normes, tout simplement parce que la soft law est complètement en marge de la hiérarchie des normes, de la hiérarchie de juridiction. Mais je crois que ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de mécanisme d'ordonnancement du tout. En fait, on constate que la soft law participe à l'ordonnancement du pluralisme, soit en tant que vecteur d'ordonnancement, soit en tant que cause d'ordonnancement. Autrement dit, on voit parfois un ordonnancement par la soft law, ce sera la première sous-partie, et puis d'autres fois un ordonnancement contre la soft law. D'abord, un ordonnancement par la soft law. Je crois que le désordre est le préalable indispensable à l'ordre. Le désordre est le préalable indispensable à l'ordre dans un contexte de pluralisme. Les faiseurs de droit positif, le législateur, le juge, les États, se voient proposer plusieurs options, dont certaines sont fournies clé en main par la soft law. À charge pour eux de choisir celle qui leur semble la plus opportune. Et puis, la soft law pourra à son tour s'adapter en fonction du choix fait par la hard law. Et donc, on est en plein dans l'ère de la circulation normative, dans l'ère du droit en réseau et non plus sous la forme de pyramide, tout ça dans un contexte de mondialisation. Et de ce point de vue, la soft law, à mon sens, révèle vraiment la façon dont le droit se construit, et dont le droit des droits de l'homme se construit, à travers des interactions normatives permanentes, des tâtonnements, et parfois, bien sûr, des secousses. Dans ce contexte de création du droit en réseau, je crois que le désordre normatif ne devrait pas nécessairement faire peur. C'est un exposé à l'état brut du champ des possibles, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est une étape transitoire. Une étape transitoire parce que le désordre finira, un jour ou l'autre, par être apprivoisé. Il sera apprivoisé par des mécanismes qui sont plus ou moins visibles. Et à mon avis, ce qu'on peut critiquer, ce n'est pas tant le désordre normatif, mais le fait qu'il n'existe pas à ce jour de véritables mécanismes construits, transparents, évidents, d'ordonnancement de ce pluralisme. Il y a quand même des ajustements spontanés par la soft law. Alors spontané, ça veut dire que ce n'est pas toujours cohérent, ce n'est pas encore tout à fait clair. Et je vous donne un exemple à partir du droit syndical au profit des gendarmes, dans des affaires qui concernent la France. L'article 5 de la Charte sociale européenne dit que les États peuvent fermer complètement le droit syndical pour les membres des forces armées. Mais ils ne peuvent que restreindre le droit syndical pour les policiers. Et donc, logiquement, en 2000, le Comité européen des droits sociaux dit oui, les États peuvent refuser de reconnaître le droit syndical aux membres des forces armées. En 2004, il ajoute que les gendarmes sont des militaires et donc on peut refuser le droit syndical aux gendarmes. Sauf qu'en 2014, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie de la question et dans des arrêts remarqués, l'arrêt Matelli notamment, la Cour conclut, en s'appuyant sur la soft law, qu'on peut admettre des restrictions au droit syndical pour les membres des forces armées, mais qu'une interdiction générale est disproportionnée. Le Comité européen des droits sociaux est saisi à nouveau de la question, il rend une décision en 2016, et en s'appuyant cette fois-ci sur la hard law, on inverse la logique, il conclut que l'exclusion pure et simple du droit syndical au profit des gendarmes est contraire à l'article 5 de la Charte sociale européenne. Donc il revient sur sa position de 2004. Alors comment il fait pour réussir ce tour de passe-passe? C'est très simple. Il dit en fait, en France, il y a eu un changement substantiel du statut des gendarmes. Et aujourd'hui, dans la plupart de leurs activités, les gendarmes ont une fonction civile. Et donc, c'est possible de les assimiler à des policiers. Et donc, on ne peut plus, dans ce cas-là, leur interdire le droit syndical, on peut simplement le restreindre. Donc on voit que le Comité européen des droits sociaux a trouvé une technique pour résorber en partie ce conflit de normes. Et je crois que de façon plus générale, il faut partir d'une présomption selon laquelle il n'y a pas de conflit de normes. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les techniques classiques d'interprétation pour dégonfler le conflit. Alors ça ne marche pas toujours.
Et il y a des cas où il y aura bel et bien un véritable conflit avéré entre des normes de soft law ou entre soft law et hard law. Et bien même dans ce cas, en cas de conflit avéré, je crois que tout n'est pas fichu, parce que on constate, c'est assez récent, que se mettent en place des mécanismes d'ordonnancement contre la soft law. C'est-à-dire que la soft law devient aussi une cause d'ordonnancement et non plus simplement un vecteur d'ordonnancement. Alors l'ordonnancement contre la soft law, le désordre normatif provoqué par la soft law, il est craint et il doit être craint lorsque la soft law diminue le niveau de protection des droits fondamentaux. Et donc on essaye de se prémunir contre ce danger qui existe, ce qui se traduit par l'affirmation d'une primauté logique de la hard law sur la soft law. Le mouvement en France a été initié par le Conseil d'État dans son fameux rapport annuel de 2013 sur le droit souple, dans lequel il dit que la soft law ne peut pas porter atteinte à un droit fondamental. La soft law ne peut pas porter atteinte à un droit fondamental. Et 3 ans plus tard, 2016, il met en place des mécanismes qui permettent de s'assurer que la soft law ne pourra pas porter atteinte à un droit fondamental. C'est la fameuse révolution, moi j'appelle le printemps de la soft law, la décision révolutionnaire du Conseil d'État 2016, mars 2016, d'ouvrir le REP, le recours pour excès de pouvoir, contre la soft law. Et ça a donné lieu à une première décision dans le champ des droits fondamentaux, qui est très récente, elle date du 10 novembre 2016. C'est une affaire qui concerne le CSA. En fait, plusieurs chaînes de télévision ont diffusé en 2014 un message favorable à la trisomie 21, mais dont la finalité était pour le moins ambiguë, parce que le message présentait de façon positive la trisomie 21, sauf qu'il s'adressait clairement, explicitement, à des femmes enceintes, c'est-à-dire à des femmes enceintes potentiellement confrontées au choix de recourir ou pas à une IVG. Bon. La finalité n'était pas bien claire. Donc le CSA décide d'envoyer un courrier au directeur de ces chaînes, aux responsables des chaînes, en leur disant « Attention, vous avez inséré ce message dans des encarts publicitaires. » Ça pose quand même une difficulté. Le Conseil d'État est saisi contre la décision du CSA, et le Conseil d'État dit « Contrairement à ce que disent les requérants, le CSA n'a pas violé le droit fondamental à la liberté d'expression, parce qu'il n'a pas interdit la diffusion du message, il a simplement attiré l'attention sur les modalités de diffusion de ce message. Premier exemple d'ordonnancement contre la soft law. Un deuxième exemple, c'est l'article L1121-1 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de porter atteinte aux droits fondamentaux par des restrictions non nécessaires et non proportionnées. Eh bien, cet article a déjà été utilisé plusieurs fois pour contrôler le respect des droits fondamentaux par des codes de conduite d'entreprise. Et j'ai trouvé un exemple d'un arrêt de la Cour d'appel d'Angers de 2015. En l'espèce, un manager a été licencié parce qu'il avait séduit, dragué, dit-on dans l'arrêt, avait séduit ses subordonnés et avait eu des relations sexuelles avec ses subordonnés. Il est licencié, le motif c'est que cette pratique est contraire au code d'éthique de l'entreprise. Et la Cour d'appel d'Angers considère que le licenciement est nul parce que son fondement est contraire au droit à la vie privée. Et la Cour d'appel dit qu'à travers son code d'éthique, cette société cherche en réalité à contourner l'article 9 du Code civil qui protège le droit à la vie privée, ce qui est illégal. Je trouve qu'on s'en sort bien, la démographie est sauvée. Et donc on voit une hiérarchie qui se met en place entre la soft law et la hard law, qu'on repère aussi dans une opinion séparée que je trouve extraordinaire du juge Pinto de Albuquerque, dans un arrêt très récent, hyper important aussi, en matière de conflit de normes, Mursic contre Croatie, de 2016, et il dit « La soft law est l'un des moyens par lesquels on peut développer le droit européen des droits de l'homme, pas un moyen par lequel on peut le faire reculer. » Et donc, pour répondre clairement à la question qui m'a été posée, je ne crois pas que l'avenir des droits fondamentaux soit dans la soft law, je ne crois pas que l'avenir des droits fondamentaux soit dans la hard law, je crois que l'avenir des droits fondamentaux est dans l'articulation entre les deux, dans une fertilisation croisée et incessante entre les deux. Mais le vrai problème, à mon avis, de la soft law, dans un paysage de pluralisme et de croisement normatif, c'est que du fait de ces modalités souples d'adoption, la soft law peut facilement devenir une valise qui transporte en fait un contenu illicite,
c'est-à-dire un contenu empreint de considérations politiques, empreint d'intérêts subjectifs qui sont complètement insensibles aux droits de l'homme. Et donc je pense qu'il faut être très prudent dans l'opération de durcissement de la soft law, parce qu'il faut quand même éviter, à mon avis, le blanchiment d'argent. Je vous remercie. Merci Anka. Donc nous avons un peu de temps pour débattre d'abord et puis ensuite pour nous restaurer également. Ça sera un peu plus tard. Donc ce que je propose est sur une question qu'a abordée, c'est-à-dire on est revenu sur la question du contrôle de proportionnalité. Je propose qu'on réserve les aspects de ce débat-là à la suite des interventions de François Chénaudet et de Jordan Arletas qui vont, je pense, plus directement se poser la question. Donc pour ces aspects-là, on peut peut-être les mettre de côté. Mais est-ce qu'il y a déjà dans la salle des remarques, des réflexions, des questions ? Bon, en général, on dit c'est une question et on finit par en réalité dire des choses et affirmer des choses plus que de poser des questions. Je l'affirme directement, une remarque, non pas à moi-même, que je me suis faite en écoutant Fabien en fait, sur le fait que la Cour qui disait que le juge interne préfère utiliser la Convention européenne des droits de l'homme plutôt que le pacte international des droits civils et politiques. Alors je trouve ça très intéressant parce qu'on a eu la même réflexion avec Laure Milano, notamment avec Edgar Bachik, sur la charte des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a exactement le même phénomène avec une sorte de concurrence et on a l'impression qu'il y a une forme d'hégémonie du droit de la Convention. C'est-à-dire que quand on a des requérants qui invoquent plusieurs sources, le juge utilise toujours la Convention européenne des droits de l'homme. Donc alors, il y a peut-être un phénomène de nouveauté, plutôt pour la Convention d'ancienneté, c'est une source qui est bien établie qu'on commence à connaître. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une explication à la préférence en faveur de la Convention par rapport au pacte, c'est la Cour. C'est le fait qu'on a la Cour européenne des droits de l'homme d'un côté et le comité des droits de l'homme de l'autre côté. Et je pense que l'explication, elle est là. En fait, on utilise les mécanismes du juge qui est susceptible derrière de venir vous aligner si vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Mais ça ne marche pas avec la charte des droits fondamentaux. Bon, voilà. Oui, mais je sais pas. Je sais pas parce que ça peut être une explication. Enfin, moi, je m'étais dit bêtement, c'est familier, on connaît, on prend pas de risque, voilà, donc on s'en tient là. Voilà. Parce qu'après, les exemples les plus flagrants ou les plus problématiques que j'ai pu rencontrer de prévalence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le pacte, le risque, c'était d'aller au-delà du standard européen. Donc, sans préjudice de ce que aurait pu a priori décider la Cour. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sans risque avec le pacte. Je pense que c'est ce que dit le juge, c'est sans risque. Même si on ne respecte pas le pacte, qu'est-ce qui va nous arriver ? Ah oui, oui. C'est plutôt ça. Hein. Oui, sachant que la France a été condamnée, entre guillemets, par plusieurs reprises par le Comité des droits de l'homme sur les questions de port du voile, ou je crois bien qu'elle a invité la France à modifier la loi de 2004 sur le port du voile à l'école. C'est sûr que heureusement que ça reste vécu comme des décisions pour rire, quoi. Globalement, ça n'a pas beaucoup d'influence sur le droit français parce qu'il y a quand même des enjeux lourds derrière. Et je ne suis pas sûr qu'on pourrait se satisfaire de l'existence d'une véritable juridiction des droits de l'homme au niveau international. Enfin bon, en tout cas, ça sera à voir, à discuter. Alors moi, j'avais juste une remarque sur ton analyse de l'équivalence appliquée par le Conseil d'État. Tu as évoqué Arcelor et tu as laissé entendre, j'ai cru comprendre, que le Conseil d'État imposait une stricte équivalence ou une conception stricte de l'équivalence dans l'arrêt Arcelor. Mais il m'avait semblé, en lisant quelques auteurs spécialisés sur les questions de principe d'égalité, je pense notamment à François Caffarelli, que justement la jurisprudence, la perception administrative du principe d'égalité de ces exigences n'est pas du tout la même que celle développée par la Cour de justice. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que là, on a la mise en œuvre d'une conception stricte de l'équivalence compte tenu de la différence de principe de l'appréciation de ce que sont les exigences d'égalité ? Alors en fait, c'est le format de 20 minutes. Je suis obligé d'être un peu caricatural. Effectivement, en fait, ce que j'aurais pu dire, c'est que cette protection équivalente, elle est fondée sur la confiance, et qu'on a des juridictions qui surjouent la confiance, comme la Cour européenne des droits de l'homme, et on a des juridictions qui surjouent la méfiance, comme le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il y a une formulation qui, quand on la lit
et paraît extrêmement strict, mais dans l'application, en pratique, on voit que lui non plus n'a pas vraiment envie de trouver une situation dans laquelle il n'y aurait pas d'équivalence entre la protection constitutionnelle et la protection offerte par l'Union européenne, parce que ça le placerait dans une situation assez délicate. Parce qu'un autre point sur lequel je n'ai pas abordé, mais qui avait été discuté avant-hier notamment, c'est le fait qu'on a beau avoir un mécanisme ici qui est conciliant, in fine, s'il n'y a pas d'équivalence, on fait jouer la hiérarchie. Hein. Et donc le Conseil d'État, je pense qu'il n'a pas trop envie de se retrouver à appliquer la norme constitutionnelle face au droit de l'Union européenne s'il en était contraint. Donc on a une définition qui paraît stricte et après une appréciation qui est effectivement souple. En tout cas sur le principe d'égalité, effectivement, la conception ne sont pas les mêmes et le Conseil d'État a joué plutôt ici l'assouplissement. Moi, j'avais une question pour Fabien. Je me demandais si, concernant la prévalence du texte de droit interne sur l'article de la Convention européenne par certaines juridictions, je me demandais s'il y avait une différence de pratique entre les différentes chambres de la Cour de cassation. Parce qu'on a beaucoup parlé de la chambre sociale, et je me demandais si c'était une pratique observée à la Cour de cassation en général, ou si la chambre criminelle avait par exemple une position différente, ou la première chambre civile. Non, c'est vraiment typique de la chambre sociale parce que, alors il y a quelques arrêts isolés bien sûr, on va retrouver notamment les deux qui inaugurent la série Mellier-Day pour la troisième chambre civile, ou Spiller c'est la chambre sociale donc ça compte pas. La chambre criminelle, je sais pas si, parce que généralement elle invoque, s'il y a un problème sur l'article 6, elle va l'invoquer, mais elle va citer tous les textes de code de procédure pénale. Enfin voilà, elle va pas se contenter uniquement du fondement conventionnel. Je crois que, et après la chambre sociale, après tout dépend des contentieux parce que elle peut, enfin tout ce qui va être sur les discriminations, enfin elle va s'appuyer directement sur les textes du code du travail, quoi, sans forcément faire référence à l'article 14 ou un texte sur les discriminations. Je crois qu'il y a vraiment un particularisme de la chambre sociale. Elle est vraiment, que ce soit sur les droits sociaux ou les libertés civiles et politiques des salariés, je crois qu'elle est vraiment à la pointe. Enfin à la pointe. Elle se distingue. Bon, sachant, moi, je complète ce que tu dis, c'est qu'ayant travaillé un peu sur la chambre sociale, en réalité, moi j'ai l'impression que la chambre sociale pourrait se passer de la Convention européenne des droits de l'homme pour l'essentiel. Hein. Elle a un texte qui est l'article 1121-1 qui protège les libertés individuelles et collectives des salariés, etc., etc. Le recours, pour moi, mon analyse, c'est qu'il y a ce qu'invoquent les parties au litige, j'imagine, et puis il y a peut-être l'idée que la Convention, elle fournit le catalogue des droits et des libertés, mais qu'en réalité, le principe même de la protection et ses modalités, il est fixé dans la loi aujourd'hui. Hein. On veut dégonfler un éventuel recours à la Cour européenne des droits de l'homme, après, en montrant qu'on sait bien, on a utilisé les instruments, je pense que ça participe aussi. Benoît ? Oui, j'ai une question sur la soft law. D'abord, pour vous dire, je suis vraiment totalement en phase avec ce que vous avez développé sur la soft law et sur l'articulation entre la soft law et la hard law. Et du coup, j'avais une réflexion où je me disais, est-ce que finalement, la soft law ne sert pas aussi finalement à sonder la légitimité des normes de hard law ? Et si c'est le cas, est-ce que... Alors, je suis désolé de revenir un peu sur la théorie du droit, mais enfin, ça peut avoir son importance. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver sur un modèle de soft positivisme que Hart avait développé, et notamment par rapport à la règle de reconnaissance, ce qui peut avoir du coup des perspectives extrêmement intéressantes dans ma discipline, par exemple le droit du travail, où effectivement on va développer de plus en plus un droit en réseau et un droit d'entreprise qui va se développer. Du coup, je voulais avoir votre avis sur ce rapport entre la soft law et la légitimité des normes de hard law. C'est une question originale parce qu'en général, on voit la chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que la hard law peut être un reflet de la légitimité de la soft law parce qu'elle l'absorbe. Dans l'autre sens, je pense que c'est plus rare, en tout cas sur les questions sur lesquelles je travaille. Moi, je fais plutôt du droit international européen. Je crois que c'est plus rare. Mais je pense que ça peut être vrai. J'ai cité l'exemple de l'immunité. Je pense qu'on peut aussi trouver des choses sur la question de l'application du droit international aux acteurs non étatiques.
Je pense qu'il y a des choses. Donc oui, on peut utiliser la soft law quand on pense qu'il y a une faille de la hard law. C'est vraiment une circulation normative, à mon avis, dans les rapports soft law, hard law, c'est une circulation. Donc il y a une réciprocité dans les rapports. Donc oui, je pense qu'on peut trouver des exemples. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Madame? J'avais une remarque et une remarque-question à propos de la soft law. Quand j'ai lu le sujet à propos de la soft law, j'aurais pensé qu'on n'allait pas vraiment parler de hiérarchie, mais que la soft law constituait une sorte d'arrière-plan à toute hard law, en fait, que c'était un préalable ou quelque chose qui va venir après la hard law. Et il m'a semblé que c'était un petit peu, après vous me direz ce que vous en pensez, mais restrictif de parler d'ordre d'un côté, de désordre de l'autre. Moi, il me semble que c'est juste des idées de grande orientation qui sont derrière chaque hard law et qu'il n'y a pas forcément à se poser la question de est-ce que ça ordonne le droit, est-ce que ça fait que le droit est désordonné ensuite, mais que c'était vraiment une question d'idées sous-jacentes derrière chaque règle et qu'il n'y avait pas forcément l'idée d'un combat contre la soft law puisqu'elle est partout en fait. Même dans le raisonnement de proportionnalité, derrière on n'a pas tous les arguments, tous les motifs des juges et je pense qu'il y a cette idée-là et c'est l'humain en fait qui on a des valeurs et qui ne sont pas forcément réglées par le droit et je pense que c'est un nécessaire et qu'on ne peut pas l'éviter en quelque sorte, donc il n'y aurait pas vraiment de hiérarchie à donner. Vous avez raison. Alors, la soft law, c'est vraiment un phénomène multidimensionnel. C'est vraiment une question très très large. Donc, il y a différentes approches, à mon avis, suivant la soft law qu'on vise, notamment selon que c'est une soft law politique adoptée par des organes représentatifs des États, pour moi, en droit international, ou une soft law privée adoptée par des acteurs privés. Je crois que personne ne peut nier que la soft law est au moins une source matérielle du droit. C'est-à-dire, ça influence, voilà, ça fait partie du paysage de ce que les faiseurs, ce que j'appelle les faiseurs de droit dur, côtoient, les législateurs, le juge. La question, c'est est-ce que la soft law n'est que une source matérielle ou est-ce que c'est aussi une source formelle de droit, Et là, les positions doctrinales divergent. Globalement, je pense qu'on a du mal à dire que c'est une source formelle. Vous avez raison, parfois ça pose pas de difficulté. Voilà, c'est là. Ça fait partie de l'environnement et puis il n'y a pas besoin d'ordonnancer. Et c'est vrai qu'à la base, la logique de la soft law, c'est d'être extérieur à l'ordre juridique tel que construit selon la théorie de la pyramide des normes, etc., avec l'idée de hiérarchie. Donc, a priori, c'est bizarre, c'est assez antinomique, je suis d'accord avec vous, de parler d'ordre et de désordre en parlant de la soft law. A priori, c'est quelque chose d'extérieur. Sauf que, dans certains cas, ça pose vraiment des problèmes de conflit de normes. Alors, j'ai pas cité un exemple, il y a un exemple auquel je pense auquel j'ai pensé en vous écoutant, c'est la question de l'évaluation de la surpopulation carcérale au niveau européen. C'est très difficile de dire à partir de quand il y a une surpopulation carcérale. Bon, le CPT, le Comité européen pour la prévention de la torture, arrive à donner des données chiffrées. C'est technique, c'est très simple. Lui, il dit 4 mètres carrés pour une cellule, 4 mètres carrés par détenu pour une cellule collective. La question se pose de savoir comment la Cour elle va faire pour évaluer la surpopulation carcérale. Elle a cette norme, ce minimum de 4 mètres carrés. D'ailleurs, récemment, le CPT est allé au-dessus. Il a dit, ça c'est le standard minimum, et puis je pose aussi des standards qui vont au-delà. Mais c'est pas exigé, c'est promu. Que va faire la Cour? Comment elle va évaluer la surpopulation carcérale? Est-ce qu'elle va reprendre la norme de 4 mètres carrés ou est-ce qu'elle va définir son propre seuil? Et la Cour, c'est l'affaire Mursic, dit non, moi j'ai beaucoup de respect pour le CPT, mais moi je vais dire que moi mon seuil c'est 3 mètres carrés. Parce que je pense qu'il y a des considérations économiques, 1 mètre carré de plus ou de moins, ça a un impact financier très fort. Et donc pour les États, c'est insoluble. Le CPT leur dit 4 mètres carrés, la Cour leur dit 3 mètres carrés. On décrédibilise complètement le CPT si on dit que c'est 3 mètres carrés, puisque du coup les États vont s'axer sur le 3 mètres carrés. Donc en pratique, il y a des conflits de normes qui sont importants pour la cohérence de la réaction des États. J'étais un peu longue, pardon.
Bien, donc s'il n'y a pas de remarques, de questions, je propose qu'on se passe 15 minutes à se restaurer. Hein. Il est 11h, on doit reprendre nos travaux à 11h20. Donc à partir de 11h15, je vais commencer à indiquer que nous devons revenir au bercail parce qu'à chaque fois, il y a un petit temps de latence. Donc à tout de suite.